BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme tous les jeudis à cette heure-ci, on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien Cédric, il faut me rendre à l'évidence, le temps passe et je vieillis, donc histoire quand même de penser un peu à mon avenir, je voudrais vous dire tout le bien que je pense du Sénat. Je vous rappelle quand même que BFM Patrimoine, c'est une émission économique, pédagogique, mais pas politique. Alors effectivement, je voudrais vous parler d'un rapport sur la protection des épargnants qui a été présenté il y a peu par le sénateur Jean-François Husson. Alors, pourquoi je vous parle du Sénat? Parce que, en fait, lors de la loi PACTE, c'était il y a 2 ans, j'avais suivi de près la navette parlementaire et je dois en convenir, le Sénat avait, sur ce texte, démontré toute son utilité. Alors, politiquement, je ne sais pas si c'était le concept même du Sénat qui était porteur de cette capacité, ou si c'était parce que le Sénat n'était pas dominé par le parti majoritaire et qu'il était de ce fait capable d'avoir des idées contrariantes. Et moi, vous le savez, le côté contrariant, c'est pas fait pour me déplaire. Alors de mémoire, le Sénat avait à l'époque proposé une idée qui vous est chère, la transférabilité des contrats d'assurance vie. Exactement. Revenons 2 ans en arrière, donc à l'occasion de la loi PACTE. Alors que rien n'était prévu dans les textes d'origine, les sénateurs avaient voté la transférabilité totale des contrats d'assurance vie. Alors ici même, vous vous en rappelez, oui, j'avais été chaud bouillant et la pression en fait avait été si forte que les assureurs avaient dû lâcher du lest, d'où la possibilité, depuis cette époque, de transférer ces contrats au sein d'une même compagnie d'assurance. Bon, je ne sais pas si vous serez élu, mais en tout cas, votre propos est étonnamment politiquement correct ce matin. Ouais, effectivement, parce que, en fait, si on se rappelle l'exposé des motifs, il était mentionné que cette possibilité de transfert était donnée aux souscripteurs. Or, nombre de cas nous sont remontés où l'on a refusé aux souscripteurs cette opportunité sous prétexte que l'assureur ne le voulait pas. Alors en juin dernier, la FF1, c'est-à-dire l'association professionnelle, a pris l'engagement de faciliter les transferts. J'ai tenté d'en savoir plus, ça fait 1 mois que je pose des questions, j'ai toujours pas de retour de la part de la FF1, donc je doute de la volonté réelle de la profession de promouvoir cette innovation. Alors votre rapport sénatorial propose à nouveau la transférabilité des contrats d'assurance vie. Eh bien, les sénateurs sont peut-être âgés, ils ne sont pas séniles. La 11e proposition du rapport prévoit ainsi une possibilité de transfert des contrats d'assurance vie avec 2 conditions. 1, réaliser cette opération à minima 8 ans après la souscription du contrat. Et c'est une nouveauté parce que la première fois, ils n'en avaient pas parlé. Ils évoquent cette fois-ci un plafonnement annuel des sommes transférables. Et vous prenez ou pas ? Ça, très clairement, c'est une amélioration. Cela dit, on va dire les choses quand même très clairement. L'amendement qui a mené à la transférabilité des contrats au sein d'une même compagnie, c'était pour la place une mesure totalement défensive. Avec toujours le même argument qui était ressorti, le risque qui existait que les gens quittent le fonds en euros à une époque où les taux remontent. Alors, on a vu des gens, et certains auditeurs se reconnaîtront, à qui on a refusé le transfert d'un contrat au sein d'une même compagnie, alors que le contrat d'origine ne contenait pas de fonds en euros et contenait uniquement des unités de compte. Alors, vous voyez bien l'intérêt du client. Il avait un contrat pourri sans refuge et il espérait simplement accéder à un contrat dans les normes d'aujourd'hui. Et que lui a-t-on dit à l'époque? La loi est comme ça, mais nous, on fait ce qu'on veut. Donc, franchement, les choses sont claires. Je pense que si j'étais le législateur, je ne tarderais pas à rappeler qui fait la loi. Il y a encore des contrats aujourd'hui où il n'y a pas de valeur refuge. Ouais. Si vous prenez par exemple la très grande... les contrats vie génération par exemple qui donnent des avantages successoraux, il n'y a que 10 unités de compte, donc pas de repli possible sur le fonds en euros. Mais tiens, puisqu'on aborde ce sujet, Cédric, juste une question fun pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il faut avoir un fonds monétaire comme unité de compte sur votre contrat d'assurance vie? Vu le niveau des taux, pas de doute, non. Erreur, dirait Maître Capello. Là, je précise que seuls les plus de 50 ans peuvent comprendre. Prenez le recul du vieux sage ou du sénateur. Arrêtons de nous mettre à travers les biais des individus, c'est-à-dire de toujours introduire un biais sur le présent, et essayons de nous projeter sur différents scénarios. Orage, au désespoir, sous la pression des problèmes de chaîne de production, sous la hausse des coûts du pétrole, l'inflation repart. Les banques centrales, alors sous la pression, se retrouvent contraintes de remonter d'urgence leur taux d'intérêt. L'immobilier plonge à cause de cette hausse des taux, la bourse vacille. Cédric, quelle est la meilleure solution? SICAV monétaire ou fonds en euros? Bon, j'ai pas envie de me faire moucher une 2e fois, donc la SICAV monétaire. Bien joué. S'il y a
une tension sur des taux, notamment pour cause d'inflation, les performances des SICAV monétaires monteront beaucoup plus vite que le fonds en euros. Et là, les assureurs, entre l'intérêt du client et leur intérêt, ils auront vite fait le choix. S'ils ont des SICAV monétaires dans leur offre, que va-t-il se passer? Eh bien, les auditeurs fidèles qui considèrent qu'écouter cette chronique n'est pas une perte de temps, en pareille situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un arbitrage, ils vont quitter le fonds en euros et ils vont aller vers les SICAV monétaires. Alors, a priori, on se dit bingo pour les assureurs, parce que les assureurs, ils adorent, ils ne cessent de nous dire qu'ils adorent les unités de compte. Sauf que, si l'on mène des collectes sur le fonds en euros, contraignant de vendre des obligations dans un environnement où les taux sont à la hausse, c'est-à-dire d'enregistrer des pertes, eh ben, ça ne vous arrange pas. Et prendre des frais sans coureur de risque, ça les assureurs, ils veulent. En revanche, assumer les pertes, un peu moins. Donc, vous n'avez pas pensé à ce scénario, Cédric, mais les assureurs, si. Et du coup, bye bye les SICAV monétaires progressivement de la liste des unités de compte. Et quand je pense que certains croient que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale où on peut mettre ce que l'on veut. Alors on reste sur ce domaine de l'assurance vie et le rapport sénatorial propose de confier à l'ACPR un observatoire sur les frais. Alors saluons ce rapport sur la thématique sur les frais, même si à mon avis sur le rapport c'est trop sur un certain point sur le sujet, mais l'enjeu majeur aujourd'hui du monde de l'épargne, soyons bien clairs, c'est combien touche le client, combien perçoit le prestataire. Et est-ce que c'est cohérent ou pas? Si j'étais dans l'univers du monde salarié, je dirais que c'est un peu la problématique du partage de la valeur. Permettez-moi de revenir 2 secondes à nouveau sur la loi Pacte et sur ce qui s'est passé sur l'épargne retraite. L'idée libérale qui existait dans le système, c'était de dire on va mettre tout le monde en concurrence. On va mettre les banquiers, les assureurs, les gestionnaires d'actifs et tout ça, ça va faire baisser les prix. Et en pratique, le constat a été fait notamment par le comité consultatif du secteur financier, eh bien ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le système français tel qu'il est conçu, il est profondément anticoncurrentiel. Et naturellement, dans ce cas-là, qui se fait avoir? Ma copine Choupinette. Vous voulez pas qu'on compare les prix en assurance vie? Si, bien sûr, il faut qu'on donne les moyens aux épargnants de le faire. Mais la question, c'est est-ce que c'est à la CPR de le faire? Assurément pas. La question aujourd'hui qu'il faut poser à la CPR, par exemple, c'est de savoir quels moyens elle a pour être sûr que les épargnants toucheront effectivement les monceaux de réserves qui ont été engrangés par les assureurs ces dernières années. La CPR, je vais vous dire, il y a un problème. Elle est censée protéger à la fois les assureurs et à la fois les assurés. Qui peut croire que l'on peut défendre simultanément 2 acteurs dont, dans bien des cas, les intérêts sont contradictoires? Non. Le Sénat veut plus de transparence sur les frais. Il a raison. Mais il faut, à mon avis, aujourd'hui organiser d'un point de vue institutionnel des associations de défense des épargnants. Leur donner les moyens de faire le taf. Sinon, c'est le régulateur qui fait le travail et il y aura des conflits d'intérêts à tous les étages. Juste, Cédric, rappelez-moi, est-ce que je me suis un jour étonné de la sortie du gouverneur de la Banque de France sur le fait qu'il voulait ramener la rémunération des PEL qui était à 4,5 à 1%? C'est un vague souvenir, oui. Bon, l'heure tourne. Un mot de conclusion, Jean-François? Oui, un mot de conclusion. Cette semaine, on fêtait le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort et j'ai entendu Robert Badinter parler de honte au sujet des pays qui ne l'ont pas encore aboli. Alors, ce rapport du Sénat, il pointe une pratique que je n'hésite pas à qualifier de honte pour l'industrie financière française et notamment les gestions de fonds. Cette pratique, ça s'appelle les commissions de mouvement. Bref, quand c'est pratiqué, qu'est-ce qui se passe? Plus votre gérant fait tourner votre portefeuille, plus il palpe. Le mécanisme est opaque à souhait. Donc sur ce sujet-là, les choses pour moi sont claires. L'heure n'est plus au débat sur « il faut plus de transparence ». L'heure est à l'abolition, fini, terminé, on ne veut plus en entendre parler. Alors le Sénat évoque cette idée, c'est sa seconde recommandation. Je note que la première, elle, vise à maintenir le système des rétrocessions. Je suggère donc à Jean-François Husson de reprendre un tout petit peu le titre de son rapport, « Protection des épargnants », mais pas seulement. Jean-François Filiatre.